Écoutez, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette magnifique activité en ligne. Je suis sûr que vous découvrez ça d'une manière aussi enthousiasmée que moi. Donc, c'est l'avenir. Il semblerait que c'est à la mode maintenant. Donc, voilà, l'humanité, ça s'en va dans cette direction-là. Donc, écoutez, comme il y a beaucoup de monde, je vais peut-être juste faire une petite mise en contexte. Je me présente, je m'appelle Étienne Lepage, je suis auteur dramatique, mais je suis aussi cette année l'auteur en résidence du département de littérature de langue française, de traduction et de création de l'Université McGill. Et dans le cadre des activités que j'organise pour le département, j'organise donc des rencontres avec des dramaturges. L'objectif, c'est évidemment de permettre aux étudiants, aux étudiantes de parler avec des auteurs vivants, des langues vivantes, des pensées vivantes. Et aussi de peut-être, au bout du compte, de créer une sorte de peut-être panorama là, de la dramaturgie peut-être contemporaine en général, mais aussi de la dramaturgie québécoise en particulier. Et donc, c'est ici que vous êtes, là, pour tous les gens qui ne le savent pas, vous êtes dans un événement du département des littératures françaises. Et bon, donc, j'avais le goût d'ouvrir un peu à tout le monde parce que je pense que c'est toujours le fun de parler de théâtre. Mais je ne m'attendais pas à ce que des questionnements obscurs sur la dramaturgie intéressent autant de gens. Alors, on va se mettre des petites règles. Alors, comme vous l'avez vu, tout le monde, vous n'avez pas la possibilité de mettre le son quand vous parlez. C'est nous qui avons le contrôle. C'est pour éviter que ça devienne trop compliqué. Comment on va fonctionner, c'est que euh, c'est important que tout le monde vous le notiez. L'événement est pour les étudiants et les étudiantes du département avant tout. Donc, moi, je vais poser des questions. On va discuter un peu avec Michel et après, on va ouvrir une période de questions. On va d'abord laisser les gens du département poser des questions. Et ensuite, s'il reste du temps, si Michel est encore partant, les autres pourront aussi poser des questions. Attention, Camille, on entend ton clavier quand tu... voilà. Ensuite, ce qu'on va faire pour poser des questions, si vous en avez, c'est que vous allez utiliser la main levée. Comment fonctionne la main levée? Vous allez voir en bas à droite de votre écran WebEx, il y a un petit onglet, c'est comme un petit bonhomme, une petite tête ronde, là. Et cet onglet-là, ça s'appelle Participants. Toi, Michel, t'en as pas besoin, inquiète-toi Ben, pas. c'est ça, je regarde ça, j'en ai pas. T'en as pas besoin. Donc, tout le monde, là, quand vous cliquez sur l'onglet participants, vous allez voir les participants apparaître à la droite de votre image. Et là, à côté de votre nom, vous allez voir apparaître une petite main que vous pouvez cliquer si vous voulez dire que vous avez quelque chose à dire. Euh, Comme ça qu'on va fonctionner pour les prises de parole. Et j'en profite pour vous présenter donc Camille Garand-Aubry, qui est étudiante au département et qui m'aide avec tous les enjeux techniques de cette discussion. Et donc, si vous avez des questions, des enjeux, des soucis, vous passez par Camille, vous pouvez lui écrire s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Alors, sans plus tarder, notre J'aimerais invité juste, d'aujourd'hui, oui, Camille? avant, je voulais juste, il y a plusieurs personnes qui disent que leur audio fonctionne pas. Alors, j'ai mis le lien de WebEx qui propose des solutions. Alors, c'est pas la conférence fonctionne pour le son, donc c'est sûrement une erreur chez vous avec votre ordinateur ou votre connexion. Donc, je vous invite à voir le lien parce que malheureusement, on peut pas changer ça. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Camille. Alors, sans plus tarder, notre invité d'aujourd'hui, Michel Tremblay. Salut, Michel. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Écoute, pour commencer, je vais te poser une petite question de rien du tout. Tu vas voir, pas du tout importante et profonde. Euh, Écoute, on sait, on parle souvent de ta pièce Les Belles-Sœurs comme, bon, je pense que c'est pas la première pièce que tu as écrite, mais c'est, disons, la première pièce qui nous vient en tête, qui est comme un moment fondateur de ta carrière. Si C'est je me mon trompe pas, boulet. C'est comment c'est mon ton boulet. boulet? Si je me trompe pas, tu l'as écrit en 65, elle a été créée en 68. Ouais. Et ma première question est la suivante. Si tu écris ça en 65, évidemment, ça veut dire que t'intéresses quand même au théâtre avant ça. Ça fait un certain temps que tu as envie d'écrire, que tu travailles des pièces. Alors, je me demandais, peux-tu me dire un peu qu'est-ce que c'est le théâtre à cette époque-là? Qu'est-ce que tu vois dans ton milieu? Est-ce que les gens y vont? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que tu découvres de cet univers-là qui te donne le goût d'aller en écrire? Ben, d'abord, mes premiers m'ont dit, il y a un avion qui passe, juste comme je commence à parler.
Mes premiers contacts avec le théâtre, c'est la télé. Quand la télé est arrivée, j'avais 10 ans, en 1952, et on parle souvent des fameux téléthéâtres, mais on oublie qu'il y avait 2 téléthéâtres par année, très souvent. Le jeudi, c'était ce qu'on appelait à l'époque une création canadienne, parce que le mot québécois n'était pas utilisé encore. Et le dimanche, c'était un grand classique. Alors, à partir de, je ne sais pas, moi, peut-être 12, 13, 14 ans, je me suis mis à me passionner pour les 2 téléthéâtres, les 2 pièces de théâtre qu'on nous présentait à la télévision. Et ça a été mon école. Ça a vraiment été mon école. Avant ça, à 10 ans, tu ne sais pas que le théâtre existe. C'est surtout dans mon milieu, il n'y a personne qui allait au théâtre. Alors, ça a été vraiment mon école. Ça a été quelque chose qui était différent des téléromans. On avait des téléromans déjà à l'époque. Et ça me plaisait beaucoup, ça me passionnait. Et surtout, ça me faisait voyager. Le jeudi, je restais chez moi parce qu'il y avait des textes originaux de Marcel Dubé ou de François Oranger ou d'Anne Hébert. Et le dimanche, chose que j'ignorais complètement, on me présentait des classiques. Je n'avais jamais entendu parler de Racine. Je me souviens, avec ma mère, d'avoir regardé, c'est assez étonnant, les Perses d'Échille. Oh. Alors, c'était ni elle ni moi n'avions jamais entendu parler d'Échille. On s'est planté un dimanche soir devant la télévision, puis on a regardé les Perses d'Échille, à laquelle on n'a absolument rien compris. C'était une pièce incompréhensible pour nous. On ne savait pas l'histoire des. On ne savait surtout pas que les Perses, je l'ai su plus tard, est la seule pièce grecque qui se passe chez l'ennemi. Qui se passe chez l'ennemi. Mais au milieu de la pièce, il y avait la reine de cette ville-là, comme toujours, qui sortait sur son balcon et qui racontait un rêve qu'elle venait d'avoir un peu comme un songe de Thalie. Là. Et ça nous avait bouleversé aussi. Ma mère qui avait 50 queues, moi qui avais, je ne sais pas, 12, 13 ans. Ce récit-là, prémonitoire d'une reine antique, ça nous avait beaucoup marqué. Alors, ça nous formait, ça formait ma mère autant que ça me formait moi. Et à partir de 14 ans, donc, quand j'ai su qu'on pouvait faire du théâtre sur une scène, parce que je ne le savais pas avant, le théâtre, c'était à la télévision, j'ai commencé à fréquenter, ça je le raconte dans nos théâtres, j'ai commencé à fréquenter les théâtres. Je suis d'abord allé au Parc La Fontaine un soir de Noël. J'avais 14 ans, j'allais cruiser au Parc La Fontaine. Et il y avait le théâtre de Verdure qui venait d'ouvrir et il y avait une pièce qui jouait, c'était gratuit, qui s'appelait La Tour Eiffel qui tue de Guillaume Anoto, monté par Paul Buissonneau. Alors je suis rentré, je me dis, non, je vais voir du théâtre. Et puis ça a été un bouleversement. Ce soir-là, moi, je parle du tout, là. Non, non, c'est parfait, on Là, t'écoute. ça fait 20 minutes que je parle. Ce soir-là, j'ai appris ce qu'était, chose que je n'avais pas comprise à la télévision, ce qu'était la transposition. Parce que Paul Buissonneau avait fait une pièce qui était folle un peu, mais relativement réaliste. Et il en avait fait un spectacle avec des séchoirs à linge. Vous savez, les séchoirs à linge qui s'étirent en bois, là. Alors, tout se faisait en séchoir à linge. La tour Eiffel est en séchoir à linge. Quand il y avait des calèches qui passaient, c'était des acteurs avec un séchoir à linge sur le dos, avec un linge noir par-dessus pour faire comme s'il y avait quelqu'un dedans. Et cette transposition-là, c'était la première fois que je voyais ça. Et ça a été un choc. C'est ce soir-là, à 14 ans, que j'ai décidé, que je me suis mis à rêver, que je me suis dit, je veux faire partie de cette gang-là. Donc, Hmm. j'étais pas, pour en revenir à ta question, en fait, j'étais pas dans un milieu qui allait au théâtre du tout, du tout. J'ai découvert ça à cause de la télévision et ensuite, par moi-même, quand j'ai appris qu'au Théâtre du Nouveau Monde, le mercredi soir, il y avait des billets à 75 cents. Ben, j'y suis allé, puis j'ai vu tous les spectacles du Théâtre du Nouveau Monde de cette époque-là. Là, c'est comme ça que m'est venu le théâtre. C'est pas du tout, absolument pas par l'école. À l'école, on nous faisait lire, comment ça s'appelle, le Molière avec les deux folles, les précieuses ridicules. C'est tout ce que je savais du théâtre. On nous montrait, à cet âge-là, là, à 12, 13, 14 ans, on nous montrait rien d'autre. C'est comme ça que, et je finis en prenant une gorgée d'eau. C'est comme ça
que j'ai été en contact pardon, avec le théâtre par choix, en fait. Tu nous parles de la pièce de Bissonneau. Euh, je me demande, quand tu arrives en 65 puis tu présentes Les Belles-Sœurs, tout ça, qu'est-ce, à quoi ressemble le théâtre sur les scènes? C'est-à-dire que ce que tu nous décris, la pièce de Bissonneau, C'était passionnant. Il y avait beaucoup de théâtre. Il y avait le Nouveau Monde, le Lidoval, le Katsu, tout ça. Et on fréquentait des théâtres différents. Et au lieu de m'abonner, je ne me suis jamais abonné de nulle part. J'aimais mieux choisir le soir où j'allais au théâtre, là. Puis, bon, comme je vous dis, le mercredi soir, il y avait des spectacles pour les étudiants. Donc, je faisais 75 cents. Tu peux toujours le trouver. Mais il y avait des choses absolument. Il y avait beaucoup de créations. Fin des années 50, début des années 60, il y avait des Gatien Gigna, il y avait des Marcel Dubé. Il y avait eu deux pièces, au Dorval, deux pièces de je l'ai nommé tout à l'heure, Françoise Loranger, encore 5 minutes, puis une autre, là, je ne me souviens pas. Donc, j'allais voir des pièces québécoises qui, des fois, comme celle de Marcel Dubé, mon Dieu, comment je dirais ça, étaient écrites en une espèce de québécois propre, si je peux dire. Et c'est les acteurs qui mettaient l'accent. Ce que je veux dire que quand tu lis les premières pièces de Marcel Dubé, tu n'entends pas nécessairement l'accent en le lisant. Tandis que si tu lis mes pièces, ben, tu l'entends parce que c'est assez évident. Mais il y avait des choses absolument passionnantes. Les grands classiques que j'ai vus Denis Pelletier et Dine Mousseau dans Mère Courage, par exemple, au Théâtre du Nouveau Monde, qui est un des grands spectacles de ma vie, qui était peut-être en 58, 59, j'avais 16, 17 ans. Puis il y avait des tournées qui venaient de France. Pas le TPQ, comment ça, le TNP était venu. J'avais vu Gérard Philippe dans le site. Écoute, c'est quand même avec Maria Cazares dans Marie Tudor. Alors, il y avait vraiment beaucoup de choses, excepté que comment dirais-je, il manquait de nous, en ce sens que nous étions là, parce que les pièces de Marcel Dubé, il y en avait des absolument magnifiques. Mais il y avait je ne le réalisais pas à l'époque. J'allais voir des Dubé, j'avais vu bouger les justes à la création, par exemple. J'avais beaucoup aimé ça. Mais je n'avais pas compris encore que le langage qui était utilisé par ces auteurs-là, qui écrivaient de très belles pièces, le langage n'était pas complet. Comme si, comme si c'était. D'ailleurs, ça l'était défendu. J'ai toujours dit que si M. Dubé ou M. Gina avait écrit Les Belles-Sœurs en 1949, en 1952, la pièce aurait été censurée, elle n'aurait jamais été créée. Alors, ce qu'ils faisaient, tous les deux, étaient très braves, étaient très courageux, excepté qu'ils pardon, ils ne pouvaient pas aller plus loin que ce qu'on leur permettait, où on leur permettait d'aller. Alors, tandis que quand notre génération, à nous, était là, vous savez, ça s'est fait vite, hein? Parce que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, puis ça, c'est très important d'y réfléchir et d'y penser, c'est qu'entre Ticoc et la première pièce de Marcel Dubé, voyons comment ça s'appelle. c'était pas Zone? Les Ondes, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ticoc a été créé en 48 et Zone en 52. 4 ans, c'est court pour une génération, parce qu'on a toujours considéré M. Dubé comme le fils, si vous voulez, ou l'autre génération d'auteurs. Et entre Zone et les Belles-Sœurs, il y a quand même rien que 15 ans. Il y a quand même, il y a même 13 ans. C'est très, très peu. Quand on pense à l'histoire du théâtre du Québec, on étire ça, mais ça s'est fait très rapidement. Puis quand 65 est arrivé et que j'ai eu mon épiphanie du langage, j'ai été très chanceux parce que c'était à l'époque où on ne savait pas, je ne savais pas en tant qu'auteur, moi j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire, mais je ne savais pas que le monde était prêt à le prendre, tandis que si j'avais été Marcel Dubé ou si j'avais été Gatien Gélina, ma pièce n'aurait jamais été écrite. D'ailleurs, elle n'est pas écrite, mais jouée. D'ailleurs, ça a pris 3 ans avant que Brassard et moi,
un théâtre pour créer les belles-sœurs. 3 ans, c'est long. Quand tu parles d'épiphanie, Michel, tu veux dire que quand même, à l'époque, tu as quand même conscience de faire ce choix-là, du sens Ah, ben, politique que ça a. ça, j'ai toujours dit que, vous m'avez peut-être entendu dire ça 1000 fois, mais c'est très important. Pour moi, le sens, c'est un exercice de style. J'avais 23 ans et avec Bassard, on est allé voir un film au cinéma Saint-Denis, un film québécois que je n'aimerais pas, qu'on a détesté. Puis quand on est allé au Select, après, qui était un restaurant à côté, puis on a discuté, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait pas aimé cette pièce-là. On s'est rendu compte que c'était parce que les personnages parlaient une langue que personne au monde n'avait jamais parlé, ni en France, ni chez nous. Les Anglais appellent ça du Mid-Atlantic English, quand il y a un accent entre les deux. Alors, c'était du Mid-Atlantic et du français du milieu de l'Atlantique, c'est-à-dire que personne au monde n'avait jamais parlé de ça. J'avais entendu ça 1000 fois, mais j'ai dit à Brassard, ben, si j'essayais d'écrire une petite scène de 10 minutes, l'idée que j'avais, c'était deux vieilles dames qui sortaient du salon mortuaire puis qui parlaient des morts, puis une espèce de sketch drôle à la façon de Gatien Gina, mais avec les vrais mots. Et au bout de, je sais pas moi, au bout d'une semaine, au lieu d'avoir 2 personnages, j'en avais 15. Puis au bout de 2 mois, les belles-sœurs étaient écrites, mais quand on y pense, c'est pas une pièce qui a été écrite pour être jouée. J'étais quand même assez intelligent pour savoir que une pièce à 15 personnages, et surtout à 15 femmes, c'était plus difficile à produire qu'une pièce à 2 femmes. Alors, si j'avais voulu écrire une pièce dans le but de la faire jouer, il n'y aurait pas eu plus que 4 ou 5 personnages. Le trop plein de personnages dans Les Belles-Sœurs vient du besoin, probablement, que j'avais d'exprimer ces choses-là, de leur faire exprimer ces choses-là, mais pas d'un besoin de me faire produire. J'étais à ça en milieu. En écrivant la pièce, je n'ai jamais pensé à la voir sur ça. Ouais, c'est formidable. Des fois, Ben, les je ne sais pas si c'est accidents ou formidable. les. Mais je trouve que des fois, ce genre de situation-là, quand justement on n'est pas contraint par tous les enjeux de Oui, production ou de réalité, ça nous permet aussi une grande liberté que des fois bien, on oui. s'octroie pas. Ouais. Dis-moi, Michel, tu vois, il y a cette réalité pour moi de la langue québécoise qui, à l'époque, est pas sur les scènes, que toi, tu prends la décision de faire intervenir. Il y a aussi pour moi, euh, euh, comment dire, le, le fait que ton écriture, pour moi, dans mes yeux, à moi, est très, très pas réaliste au sens où pour moi, il y a une magie incroyable dans non seulement dans ce qui se passe, mais dans la langue, il y a une inventivité, une créativité. Donc, je me demande comment tu perçois ton écriture de l'époque par rapport à cette idée de réalisme ou de naturalisme. Est-ce que toi, tu perçois ce que tu fais Ben, comme une... ouais, j'ai toujours aimé la transposition. À partir du moment où je l'ai compris, et ce que je dis de mes premières pièces, c'est moins vrai des pièces depuis 20 ans peut-être, c'est que quand tu fermes les yeux, si tu es au théâtre, si tu fermes les yeux, ce que tu entends est hyper réaliste, parce que la langue est très près, tout en étant transposée, parce que c'est du théâtre, elle est très près de la réalité. Mais si tu t'ouvres les yeux, on peut prendre comme exemple, attrape toujours ta narine, par exemple, si tu t'ouvres les yeux, il n'y a absolument rien qui se passe sur scène qui est réaliste. Pour moi, c'est très, très important qu'il y ait cette dichotomie-là entre la langue, entre le réalisme de ce que l'auteur a à dire et la structure de la pièce qui doit, dans mon cas, parce que j'aime ça travailler les sculptures, les structures, doit être transposée. Si vous regardez, j'ai écrit très peu de pièces réalistes. J'ai peut-être écrit 2 ou 3 pièces vraiment réalistes, comme l'impromptu Outremont ou les anciennes odeurs, qui sont des pièces straight de A à Z, là, où il n'y a pas de mélange de temps ou de dialogue. Mais le fun que j'ai, le grand plaisir que j'ai eu toute ma vie, va transposer la langue dans une transposition théâtrale et que les deux ne se ressemblent pas. La transposition de la langue est près, tu disais de la poésie tout à l'heure, mais
et puis il Mhm. fallait de quelque chose de plus haut que la langue parlée. Et puis la structure est toujours très, très, très savante. J'aime travailler dans Bonjour, 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 par exemple. J'ai toujours considéré que c'était une course de chevaux. De 8 chevaux, tu as 8 personnages, puis tu tires ton gun, puis les 8 chevaux partent, puis tu suis les 8 chevaux. Au lieu d'être une course, c'est une marche de A à B. Il faut qu'il y ait 8 chevaux se rendent au point B à la fin en même temps. Ce qui fait que tu décris 8 personnages parallèlement en même temps. Alors ça, c'est le genre de structure que j'adore, que j'aime beaucoup travailler, parce que comme disait Brassard à la création, si, si on montait Bonjour le Bonjour dans la chronologie des faits qu'on raconte, la pièce serait plate. Parce que ce serait, c'est pas qu'elle serait plate, mais ce serait une pièce réaliste ordinaire. Tandis que construite de la façon que je l'ai construite, ça devient autre chose. Bien sûr. Ben moi, ça m'a toujours marqué cette créativité dans tes pièces, comme justement, souvent on me ramenait l'idée que Michel Tremblay, le réalisme, le naturalisme. Puis moi, c'était pas du tout ce que je lisais de ton travail. Tu sais, je voyais une grande Il suffit de voir une magie. de mes pièces pour oublier le mot naturalisme. Oui, ben oui, c'est ça. Puis c'est aussi, je pense, peut-être une permission que le théâtre Ah donne, oui, oui. Oui. Oui, qui d'ailleurs, à toi, toujours à Marilou, à la télévision, il y a eu une production du TPQ qui est avec Nicole Leblanc puis Pierre Dufresne, qui était à moitié chantée, qui est très bonne. La production est bonne, mais c'est beaucoup moins intéressant, cette pièce-là, que de recevoir ces 4 monologues-là en pleine face quand tu es présent dans un. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a des pièces. Peut-être que j'aurais de la difficulté. On dit toujours, si on revenait au téléthéâtre. Mais je pense que maintenant, peut-être parce que je suis vieux et j'ai fait beaucoup de théâtre, mais j'aurais de la difficulté à accepter la cerisette à la télévision parce que j'ai regardé par exemple en parallèle, il y a Judi Dench qui a joué 2 fois à la télévision la cerisette, justement. Une fois, une première fois quand elle était jeune, elle jouait la fille, puis une deuxième fois où elle jouait la mère. Alors, c'est absolument fascinant de l'avoir travaillé. Mais, par contre, les acteurs étaient bons, la production était excellente, mais j'étais un petit peu frette. J'avais de la difficulté à. Quand j'étais petit, je connaissais rien d'autre. Donc, tout ce qu'on me présentait Fed pour la première fois de ma vie, j'étais pas amusé, c'était extraordinaire. Mais maintenant, Fed à la télévision, je pense que j'aurais de la difficulté. Mais comme on ne l'a pas, je ne peux pas vérifier. ouais, ben en ce moment, on en a, c'est paradoxal, mais en ce moment, tous les gens Oui, qui font oui, du théâtre sont condamnés ça, à le oui, mais faire en ligne, puis ouais, c'est pas une production imposée, c'est un choix qu'on fait parce qu'on a des problèmes et qu'on se dit c'est mieux que rien, c'est infiniment mieux que rien. Mais comme ce soir, il y a l'autre côté de la Lune, là, voyons, c'est quoi? la face cachée de la Oui, Lune. excusez-moi, la face cachée de la Lune qui joue, ça va être fascinant parce que je suis sûr que Robert va avoir fait quelque chose de formidable avec lui, c'est bien évident, mais ça ne sera jamais, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, comme si ces 2 gars-là le faisaient vraiment devant nous dans une salle. C'est un pis-aller qui est formidable, on est chanceux de l'avoir, mais ça reste un pis-aller quand même. Tout à fait. Il existe quelque chose au théâtre pour moi qui est vraiment important, qui est cette notion de d'être ensemble et de Oui, communion, qui est bon que les gens rapprochent souvent de la messe, mais qui c'est un rapprochement qui m'apparaît pas fou au sens où il y a un besoin d'être ensemble, on le ressent là, fortement avec la pandémie, ce que ça nous fait de pas avoir en présence ces situations-là. oui, puis il y a cette acceptation-là aussi d'être leurré et de choisir de se laisser leurrer. C'est ce que j'aime au cinéma aussi. Là. Mhm. C'est ce que j'aime au théâtre. Au Nouveau Monde, tu as 850 personnes qui, ce soir, ont décidé de dépenser 50 pièces pour se laisser avoir. Voilà, ils savent très bien que ce qu'ils vont voir n'est pas vrai. Pendant tout le spectacle, c'est pour ça que mes pièces, on parlait de la dichotomie tout à l'heure, dans mes pièces, il y a tout le temps, toujours, pendant toute la pièce, quelque chose qui te dit que tu es au théâtre.
Tu n'es jamais dans la réalité. Je ne fais pas semblant, comme les Américains et les grandes pièces américaines, ils en font encore d'ailleurs. Les Américains sont spécialistes dans l'hyper-réalisme. Mais moi, j'aime beaucoup l'hyper-réalisme, mais je n'aime pas en faire. Et je m'arrange toujours pour que le public qui vient voir mes pièces joue le jeu. Il y a un rôle à jouer, c'est-à-dire accepter de se laisser fourrer. Il sait très bien dépenser de l'argent pour venir se faire croire qu'il croit à ce qui se fait sur scène alors que c'est du théâtre et alors que pendant 1 heure et demie, on te dit que c'est du théâtre. On t'illustre que tu es en train de regarder du théâtre, mais que tu entends des choses qui pourraient être vraies. Alors ça, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît le plus. Et quand tu parlais de messe tout à l'heure, et je trouve que ça devient une espèce de cérémonial, non pas de cérémonie, mais de cérémonial, 850 personnes qui choisissent le même soir de s'asseoir sur des sièges, d'avoir tous le corps dans la même direction et de se dire, je sais très bien que ce que je vais voir est faux, mais pendant 1 heure et demie, je vais essayer de croire. Ben, ce qui est vrai pour tout le théâtre. Mais c'est Les tellement vrai, règles, tellement précieux. pardon, excuse-moi. Je dis c'est tellement vrai, tellement, tellement important, puis on ressent tellement, moi en tout cas, je ressens tellement le manque de ça en ce moment Oui, avec la pandémie exactement. que ça La nous... communion, hein, on parle tellement de communion pour le théâtre, puis c'est la vérité profonde, la présence physique et la communion de 25 personnes dans un petit théâtre ou de 4000, les 4000 personnes qui allaient voir Céline Dion deux fois par soir à Las Vegas. C'est un choix qu'on fait, c'est un état qu'on choisit, et c'est un état qui est absolument irremplaçable parce que veux pas tout seul dans ton salon ce soir à regarder Robert et Yves, ça va être formidable, tu vas peut-être être ému, tu vas peut-être pleurer, mais ça ne sera jamais ce que tu aurais ressenti si tu avais été dans une salle. Tout à fait. Dis-moi, Michel, en 65, en 68, donc, tu écris Les Belles Sœurs, tu es conscient, tu sors Non, t'es un petit peu encore, avant. Comment tu excuse-moi, mais t'es encore en 65, on va tout rendre comme Oui, ça oui, parce que jusqu'en j'ai une question 2021. importante. J'ai une question importante à te poser parce que je trouve ça bien précieux la vision qu'un dramaturge a du sens du théâtre dans la société. Puis je me dis, Michel Tremblay sort d'un film qu'il trouve bien mauvais parce que c'est une langue que personne parle. Il décide qu'il va écrire Les Belles Sœurs. Euh, qu'est-ce que Michel de cette époque-là ose espérer du théâtre? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? Ça a-tu changé? T'as-tu... Ben, comme je te disais tout à l'heure, oser espérer du théâtre, c'est venu plus tard quand mes pièces ont commencé à être jouées. Quand j'ai écrit Les Messages, je n'osais espérer rien du tout. Mais parce qu'il y a le cliché de dire qu'on veut changer les choses, comme les docteurs, comme les prêtres. On veut changer les choses. Il y a de ça, mais la grande partie, je pense, égoïstement, chez les écrivains, c'est d'exprimer des choses qui leur font du bien. Moi, mes premières pièces sont des pièces de jeune homme enragé, de jeune homme en colère. C'est des pièces d'un gars qui juge la société, qui décide, à Torturo Tamarillo, qui décide euh, délibérément de mettre une bombe dans la famille québécoise qu'on lui a imposée depuis 250 ans. Mais je pense que l'écriture, c'est d'abord et avant tout ça qui vient avant le fait d'espérer quoi que ce soit du théâtre. On écrit pour le théâtre parce qu'on a besoin d'écrire pour le théâtre, mais c'est d'abord et avant tout un besoin parfaitement, ou presque parfaitement égoïste. Et qu'est-ce qui te mettait en Es-tu d'accord colère? avec moi ou tu n'es pas d'accord avec Je suis complètement d'accord avec toi, Michel, mais je pense qu'effectivement, comme peut-être tu l'as laissé entendre, à mesure qu'on se rend compte moi? Oui, qu'on peut créer des œuvres qui oui, ont un impact, que le monde vienne les voir, que là, oui. soudainement, on a une autre conscience de notre responsabilité. Ouais. À partir du moment où on a un effet, où il y a eu un effet, c'est très saoulant. Hein? C'est très être au milieu de l'attention de tout le monde, à demander c'est intéressant. Mais au-delà de ça, le fait de se dire ah ben écoute, cette pièce-là a eu un effet au-delà de ce que j'espérais qu'elle ait à partir du moment
on a su qu'elle allait être jouée. Et ça, c'est très enivrant, c'est très stimulant. Tu te dis, je me souviens, j'ai retrouvé, quelqu'un m'a envoyé sur Facebook à un moment donné, il y a une couple d'années, un article de 1968 ou 9 dans lequel je disais, je me donne 5 ans. Je me donne 5 ans pour dire ce que j'ai à dire parce que je ne pense pas d'être capable, avec ce que j'ai à dire, je n'ai pas l'impression que je pourrais dépasser 1973 ou 74. Alors, les gens qui ne m'aiment pas, vous pourrez toujours vous dire que j'avais raison, de toute façon. Mais c'est drôle que j'ai dit ça à ce moment-là et dans une grande sincérité parce que ça a pris quand même des années avant que je me rende compte, d'abord que je pouvais gagner ma vie. J'ai été très chanceux, j'ai gagné ma vie avec mon théâtre Miraman depuis 53 ans, 54 ans. Alors, c'était 53 ans. C'est assez étonnant. Mais avant que je réalise, que je comprenne l'impact que ça pouvait avoir, tu n'as pas l'impression, quand tu es tout seul dans mon bureau ici à Kiwet ou à Montréal, j'ai pas, pendant que je le fais, je ne pense pas à l'effet. L'effet, comment dire ça? L'effet que ça peut avoir n'a aucune espèce d'importance. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais quand tu écris, ce que les autres vont en penser éventuellement, si jamais la pièce est jouée, n'a aucune espèce d'importance. Tu n'écris pas pour faire. Sinon, tu écrirais pour faire des effets ou tu écrirais pour. Moi, j'appelle ça faire le cute. Tu écrirais pour faire le cute, tu t'admirerais toi-même dans l'espoir que les autres t'admireraient. Et dans le cas du théâtre, c'est pour ça que ça a pris quelques années au début, c'est qu'entre le moment où tu écris ta pièce et le moment où elle est créée, c'est au moins 1 an, sinon 2, sinon 3, sinon plus. Ce qui fait que pendant ce temps-là, ce que les autres pourront éventuellement penser de ce qui est écrit n'a aucune espèce d'importance. Puis tout à coup, quand les répétitions commencent, puis surtout quand la première arrive, là, tout à coup, 3 ans plus tard, tu es quelqu'un d'autre, tu as eu le temps d'écrire 3 romans, tu as eu le temps d'écrire 2 autres pièces, et tout à coup, ce que les autres vont en penser devient important pour la première fois. Alors, il y a toujours, au théâtre, il y a toujours ce décalage-là qui, j'ai mis un certain temps, non seulement à le comprendre, mais à l'accepter, parce que tu avais fait apprécier sur le coup, évidemment. Autre chose? Certainement. Certainement. Euh, donc, tu dis, bon, après un certain temps, on laisse la pièce aller, on se retrouve avec le public un petit peu des fois surpris parce on a écrit la pièce bien avant qu'elle soit présentée. Euh, je me demande comment tu conçois la place du théâtre, son importance dans la société québécoise, si elle a changé, parce qu'évidemment, tu parles à un dramaturge qui, lui, a commencé à s'intéresser au théâtre peut-être dans les années 2000 et qui a commencé à écrire pour le théâtre en 2005-6 et qui a eu sa première pièce créée en 2009. Donc, j'ai vraiment une vision à plat de ce que c'est le milieu du théâtre, de ce qu'on fait, de pourquoi c'est là. Et donc, je me demande, de ton point de vue, qu'est-ce que tu peux voir, toi, comme trajectoire? Par où le théâtre s'en va? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que, tu sais, moi, je reste avec l'impression que le théâtre est moins populaire, que le monde y va moins, que ça a moins d'impact. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ben, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des théâtres qui ont toujours été spécialisés dans le classique, là, disons comme le théâtre du Nouveau Monde. Et il y a toujours eu des théâtres. Avant, il y avait le Dauvert, encore maintenant avec Denise. Et il y a eu la compagnie Jean Duceppe qui faisait du théâtre pour un public qui maintenant, ce que les deux gars font chez Duceppe est formidable. Mais j'en parlais avec des amis l'autre jour. Il y a maintenant les gens qui allaient chez Duceppe, qui allaient voir une forme particulière de théâtre, n'ont plus de place où aller. Il reste le rideau vert des fois, parce que Denise se targue de faire des choses plus modernes et plus intellectuelles de temps en temps. Alors, il y a toute une partie de la population qui, pendant 40 ans, a eu droit à un théâtre qu'il aimait, là, qu'elle aimait. Et là, tout à coup, on coupe ça, puis on sait.
parce qu'on disait que le public de chez Duceppe vieillissait avec le théâtre, puis il y en avait de moins en moins. C'était peut-être vrai, mais au moins ces gens-là avaient le droit d'aller au théâtre. Il y avait un théâtre qui était fait pour eux, même si on ne les nommera pas, mais il y a des critiques des années 70, 80, 90 qui crachaient non seulement sur la comédie Jean Duceppe, mais sur le public, qui disaient que le public était une gang d'idiots, une gang d'épais. Ça, c'est épouvantable. Il y a toujours eu ce côté-là aussi. On parlait de dichotomie tout à l'heure, de théâtre fait pour les spécialistes, de théâtre fait pour, on va dire, le vrai monde. Là. Ça a été de tout temps, puis ça ne changera pas. On parle d'élitisme pour le théâtre, mais je veux dire, tout le monde a 25$ pour aller au théâtre. C'est un choix que les gens ne font pas. Puis moi, quand on me dit que le théâtre est cher, j'ai juste une question. Combien coûte le hockey? Le hockey coûte 3, 4, 5 fois plus cher que le théâtre. Alors, c'est un choix, c'est des priorités qu'on a. Donc, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est la faute du public, mais c'est un peu la faute du public. Il y a du monde qui font le choix d'autre chose. C'est très correct. Il y a du monde que la culture n'existe pas. Et moi, pour moi, le sport n'existe pas. Le sport plus grand. Oh, c'est écrit toutes sortes d'affaires ici, là. Diffusion d'écran, en tout cas, bon. J'espère que je suis encore là, je me vois. Oui, je sais. T'es Voilà. revenu, bonjour. Voilà. Pardon. Oui. Au milieu de tout ça, est-ce que donc toi, tu considères que tu travailles toujours de la même manière à travers tout ça? Tu continues de... Ben non, justement, parce que j'ai abandonné, en vieillissant, j'ai abandonné le théâtre presque complètement pour une raison très précise, c'est que je vieillis, puis que le théâtre, quand j'étais jeune, euh, quand tu es jeune puis tu écris pour le théâtre, tu écris pour dénoncer. Le théâtre est là pour dénoncer. Tu écris parce qu'il y a des choses qui te choquent. Ce qui fait qu'une chose te choque, tu l'exprimes au théâtre, et en vieillissant, au lieu de juger les autres, tu te mets à te poser des questions à toi-même, tu fais de l'introspection. Et là, le théâtre que j'ai fait depuis 20 ans était plus du théâtre d'introspection. Et à un moment donné, j'ai arrêté parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'était dans le temps que j'étais enragé. Maintenant que je suis plus enragé, j'écris des... Parce que vous m'avez entendu dire ça 1000 fois, mais j'ai l'impression que écrire un roman, c'est raconter une histoire à l'oreille de mon meilleur ami. Puis maintenant que j'ai presque 79 ans, je préfère raconter une histoire à l'oreille de ma meilleure ou de mon meilleur ami plutôt que de m'enrager contre quelque chose. J'ai écrit une petite pièce sur le coronavirus au mois de mai parce que le fait qu'on parlait beaucoup des vieux, mais qu'on ne leur donnait pas la parole me choquait. Et ça m'a assez choqué pour écrire une petite pièce d'une demi-heure dans laquelle je donnais la parole à deux vieux, dont un a le virus et l'autre l'a pas. Mais ça faisait 8 ans que je n'avais pas écrit de théâtre, parce que ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas une chose qui me choquait au point de me faire installer à mon ordinateur pour écrire quelque chose. Alors, depuis 20 dernières années, 21, je pense que c'est 21, j'ai écrit 21 romans en 21 ans, mais j'ai écrit peut-être 4 ou 5 pièces parce que en vieillissant, j'abandonne un peu le théâtre. Donc, tu identifies vraiment... Non, mais donc tu identifies vraiment des Mais par états... contre, excuse-moi, j'avais pas fini. Ce que je veux dire, c'est que j'aime encore énormément les pièces de théâtre qui sont écrites par des jeunes enragés. Quand j'allais voir J'accuse, par exemple, Théâtre d'aujourd'hui. Au théâtre d'aujourd'hui, il y a 4 ou 5 ans, ces 5 filles-là qui m'envoyaient tous leurs problèmes, puis dans une structure qui ressemblait un petit peu à mes structures, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que je retrouvais là la rage de la jeunesse. Alors, je pense qu'à un moment donné, il y a le cliché de passer le flambeau, mais il faut avoir l'humilité de le faire. Tu peux pas avoir la première place. Comme on dit, ah oui, là-haut du pavé.
tu peux pas tenir le haut du pavé toute ta vie. À un moment donné, il y a d'autres mondes qui arrivent, puis il faut que tu te dises, il y a d'autres gens qui ont des choses à dire, qui le disent mieux que je saurais le dire à l'âge que j'ai, puis de les laisser faire et d'aller apprécier ce qu'ils ont à dire. Là, voilà, là, j'ai fini. Donc toi, tu identifies vraiment des états avec les différentes formes d'écriture et de création que tu as. Donc, pour toi, la colère, c'est le théâtre et Oui, oui. Oui, oui. OK. Ben, je pense que de tout temps, hein, il y a dans les lettres d'Euripide, Élec dit à un moment donné comment commencer mon accusation, comment la terminer et que mettre en son milieu. Puis je trouve que c'est la plus belle définition du théâtre Hmm. depuis 2500 ans qu'on le connaît. Cette rage-là, l'exprimer, la rage sans, comme disait Beckett, pas Beckett, mais voyons comment il s'appelle, les Paravents. Genet. Genet, merci. Comme disait Genet, il faut que le théâtre soit toujours une question qui ne donne jamais, jamais, jamais de réponse. Il ne faut pas donner de réponse au théâtre. Il faut pas résoudre les problèmes des personnages parce que sinon, en sortant du théâtre, le public va se dire ah, on a passé une belle soirée, puis ils vont parler de la pluie, du beau temps. Il n'y a rien de plus formidable que quand tu sors du théâtre, puis que les gens autour de toi discutent de ce qu'ils viennent voir, quitte à avoir haï ça ou avoir adoré ça, mais au moins qu'ils parlent d'autre chose qu'il y a un taxi qui vient, puis en regardant ça, il neige ou il pleut. Le théâtre devrait toujours apporter, mener pas juste à une réflexion, là, mais à une réaction aussi, quitte, comme je viens de dire, que ce soit une réaction négative qui peut être très intéressante. Donc peut-être que le théâtre, en plus d'être un peu une sorte de messe, a aussi cette Une thérapie. fonction, ouais, une sorte de, oui, thérapie collective par la décharge de colère ou de. Oh, ben, les plus grandes pièces qui sont restées depuis 2500 ans sont toutes des pièces, les Grecs l'ont fait avant tout le monde, sont toutes des pièces qui ont posé des questions, sont toutes des pièces qui ont exprimé le malheur d'un peuple ou le malheur d'une ville à l'intérieur d'un peuple, d'une ville à l'intérieur d'une guerre comme la guerre de Troie, par exemple. Tout a été dit par les Grecs et tout ce qui nous reste à nous, auteurs modernes et contemporains, c'est de trouver des nouvelles façons de dire les mêmes crises d'affaires. On répète sans cesse ce qui a été dit il y a 2500 ans, mais ce qui est le fun, par exemple, au milieu du 20e siècle, quand le théâtre de l'absurde est arrivé, c'était la première fois qu'il y avait une forme de théâtre qui était nouvelle depuis Jarry, peut-être depuis Leroy, qui avait été mal reçu à l'époque, qui était tout seul de sa gamme. Quand Beckett est arrivé, ce théâtre-là était absolument nouveau. C'était la première fois depuis très, très, très longtemps que quelqu'un écrivait quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'avait jamais entendu, en utilisant des choses les plus simples, les plus niaiseuses de la vie quotidienne et en leur donnant un sens qu'on ne leur voyait pas, avant. Alors, c'est à ça que sert le théâtre. Il faut. Le cinéma aussi, quelque part, mais le théâtre, encore plus, il faut que le théâtre appelle une réaction, positive ou négative. C'est drôle, je dis souvent, moi, pour moi, mais ça c'est vraiment personnel, mais que pour moi, le théâtre contemporain est dans la forme, dans le sens où, justement, par rapport peut-être au cinéma ou par rapport à du réalisme ou à ce qu'on vit au quotidien, que la Ben, force spécifique du théâtre d'aujourd'hui, c'est quand tu réussis à travers une forme à dire effectivement peut-être les mêmes choses, mais d'une manière qui fait, ah ben là, je l'entends par une autre partie de mon corps que j'avais jamais utilisée avant, là. ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est obligé presque de trouver des nouvelles façons de dire les mêmes affaires. Parce que ce que tu vas dire n'est pas différent de ce qui se dit depuis 2500 ans. C'est que toi, tu vas avoir trouvé ta façon à toi, une façon originale, une façon haute, une façon différente de dire les mêmes affaires
avec un langage plus moderne, évidemment. Il ne s'accordait pas dans les pièces d'échelle, c'est bien évident, là, mais que l'utilisation de la langue a beaucoup changé. Si tu regardes, par exemple, les Anglais n'ont jamais changé la langue de Shakespeare. Ils disent encore Shakespeare dans sa langue originale. Les Français ont modernisé tous leurs classiques. Il n'y a plus personne qui joue les classiques français, Molière, Racine, Corneille, comme ça a été écrit. Deux façons de voir le théâtre, de voir la réalité ou d'accepter qui on est aussi, que de tout réparer. C'est pour ça que des fois, dans des Molières ou dans des Racines, il y a des choses qui riment pas, qui riment mal, parce qu'à l'époque, on disait fille au lieu de dire fils, par exemple, ce qui fait qu'à un moment donné, la rime ne marche plus. Mais c'est un rapport au langage de deux peuples différents qui est aussi très différent. Tout nettoyer, tout faire ça en beau français moderne. Et puis Shakespeare, tout gardé comme c'était à l'époque. Ben, d'où l'importance aussi, je dirais, de continuer de faire du théâtre parce qu'à chaque fois, il y a toujours cette importance du présent, de la manière dont on vit les choses aujourd'hui, de la manière dont on les exprime, Ah oui. pour réussir à recréer des charges de colère Il y aura d'aujourd'hui. toujours une folle, il y aura toujours un fou qui va trouver une nouvelle façon de faire les choses, sans qu'on appelle ça nécessairement du théâtre de recherche. C'est juste que la recherche n'est pas toujours dans la forme et dans la façon de dire. La façon de dire la langue, évidemment. C'est du théâtre, la langue est importante, mais il faut y prendre un soin maniaque à la langue quand on écrit pour le théâtre. Tout à fait. Écoute, Michel, si tu veux bien, je vais ouvrir peut-être à des Oui, parce que questions je de... regarde, là, puis je suis rendu à 54% de ma tablette, là. Alors, il Oh, vous reste 54% pour vous exprimer. OK. Vous êtes rendu à 100% tout à l'heure. Ben, écoutez, tout le monde, comme j'ai dit au début, on va donner la priorité à aux étudiants et aux étudiantes du département des littératures de McGill. Mais évidemment, s'il reste du temps, de la place, gênez-vous pas après pour lever la main les autres. Donc, les gens du département, allez-y. Est-ce que toi, Camille, tu vois les mains levées? Ben, en fait, oui, je vais Ça pouvoir les marche. voir. J'ai reçu une question déjà Ah, pendant la discussion. ben vas-y donc. Oui, c'est une question de Julien et ça va comme suit. Vous avez dit qu'il ne faut pas penser à l'effet, ne pas penser à la réaction extérieure quand on écrit, étant donné que de plus en plus d'écrivains passent à travers Ben le là, milieu universitaire. recommencer la fin, il y a un avion qui passe, je n'entends pas. Je vais essayer de parler plus fort que l'avion. OK, je recommence du début. Attendez un petit peu, on va laisser l'avion passer. Hein. Je suis désolé, on va... OK, allez-y. OK. Alors, étant donné que de plus en plus d'écrivains et écrivaines passent à travers le milieu universitaire, régi par des méthodes de vérification externes comme des examens, des processus d'admission, des comités d'examinateurs, croyez-vous que l'université soit dommageable à l'écriture, voire à la littérature? Ah, ça, on appelle ça une question piège. Ben, je vais vous dire une chose. C'est sûr que, par exemple, on va parler des écoles de théâtre, on ne parlera pas des universités parce que je ne connais pas ça, là. Mais toutes mes premières pièces, peut-être les premières 10 années de mon écriture, ont été écrites pour des acteurs qui n'avaient jamais été dans aucune école de théâtre. Hélène Loisel, Denise Filiatro, Denise Pelletier, Jean Gascon, Jean-Louis Roux, quand ils ont commencé, il n'y avait pas d'école de théâtre. Ils apprenaient sur le tas. Et quand les écoles de théâtre sont arrivées, c'est sûr que la façon de voir, même la façon de jouer, c'est un peu intellectualisé parce que ça passait par des professeurs qui expliquaient, ça passait pas par une gang d'acteurs au Théâtre du Nouveau Monde, au Rideau Vert, qui se réunissaient un lundi soir, puis qui disaient, ah bon, ben, ils ont un Goldoni ce soir, et il y avait un metteur en scène, on nommait un metteur en scène, qui montait la pièce, et ça se faisait entre soi, ça se faisait à l'intérieur de cette gang-là. Quand les écoles sont... Et j'ai eu peur, moi, à un moment donné, j'ai eu très peur quand, je sais pas,
Élise Guilbeault, toute cette génération-là, Roy Dupuis, comment s'appelle l'autre grand, excusez-moi, Sylvie Drapeau. Sylvie Drapeau, sont sortis des écoles. Je me souviens que Brassard me disait, oh mon Dieu, il y a une fille qui s'appelle Sylvie Drapeau, tu savais, c'est extraordinaire. J'ai eu peur, non pas que cette génération-là soit pas capable de jouer mes pièces, ça, c'est ridicule de penser ça, mais que la façon de jouer les pièces changerait parce que leur façon d'apprendre le théâtre, la façon d'apprendre à jouer le théâtre était complètement différente des acteurs pour qui j'écrivais. Quand j'écrivais pour Victor Lafontaine, qui n'a jamais fait d'école, et à un moment donné, je me suis mis à écrire pour Gilles Renaud qui sortait d'une école. Il y avait là, pendant une petite période de ma vie à moi, là, où je me disais, Gilles, il va être capable de jouer comme Hilda? J'étais rassuré parce que c'était des grands acteurs, mais il n'est quand même pas moins vrai, et mon Dieu, j'ai de la misère avec cette phrase-là, que cette génération-là et celles qui sont venues après ont appris ce qu'était le théâtre de façon très différente que le Gang du Nouveau Monde de 1949. Ça répond-tu à votre question? Je ne suis pas sûr. Là. Mademoiselle avec qui je parlais tout à Oui, l'heure. il Ça me répond. dire que ça répond. En avez-vous une autre? Oui, en fait, Louise demande pour les belles sœurs, vous êtes-vous inspiré du théâtre grec? Et si oui, en quoi? Pardon? Je n'ai pas compris du tout. Pour la pièce Les Belles Sœurs, Oui. êtes-vous inspiré du théâtre grec? Et si Ah oui, absolument. en quoi? Oui, absolument. Très jeune, je le raconte ça dans le théâtre. Mon frère avait reçu de Suisse Agamemnon. Agamemnon, je ne connaissais pas ça du tout. Je regardais des pièces à la télévision et j'avais lu la pièce à laquelle j'avais rien compris, mais ce qui m'avait frappé, c'était le cœur. Ce qui m'avait frappé, c'était le premier monologue. Je pense que ça commence par un gardien de phare ou quelqu'un qui entre à la porte et qui raconte la guerre de Troie, ce qui s'est passé et tout. Et tout à coup, on dit les vieillards de Thèbes sortent de la ville, et là, ce qu'on lit, c'est 13 personnes, un coryphée puis 12 choristes, qui disent la même chose en même temps. J'avais peut-être, je ne sais pas, 14-15 ans, et ça m'a tout de suite frappé. J'ai compris sur le champ que une personne qui dit quelque chose parle pour elle. 12, 13 personnes qui disent le même texte en même temps parlent pour tout le monde. Et ça, je l'ai très, très, très bien compris. Et ce que j'ai dit, c'est pendant toute mon adolescence, pendant mon jeune âge adulte, c'est ce que j'aimais le plus, les chœurs dans les pièces. Pas le plus, là, mais c'est ce que j'aimais dans les chœurs grecs, c'est le peuple, la voix de tout le monde, tout à coup, qui te faisait entendre, qui t'expliquait ce qui s'était passé, ou alors qui t'expliquait ce qui voulait se passer, voulait dire et ce que ça annonçait. Et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et comme par hasard, quand j'ai écrit ma première pièce sérieuse, je me suis servi, tu sais, quand on dit répéter les mêmes affaires, trouver une nouvelle façon, j'ai utilisé ce qu'il y avait de plus vieux au théâtre, qui était le chœur grec, pour faire s'exprimer 15 femmes dans une cuisine en 1965. Alors, c'était une façon que je trouve encore extraordinaire, excusez-moi, mais d'ailleurs, la pièce, si vous regardez, est construite de cette façon-là. Quand une femme a quelque chose d'important et de personnel à dire, l'éclairage est sur elle, puis elle vient de faire son monologue de vendeur de brosse ou de maudit cul. Mais quand les femmes veulent exprimer un mal-être plus général, ça donne le quintet d'une maudite vue plate, puis ça donne le cœur des clubs, puis ça donne le seul moment de joie qu'ils ont, qui est le cœur du bingo. Là, le bingo dit par une femme serait plate à mourir, mais ces 15 femmes-là qui se pendent tout à coup au milieu de leur malheur, de la seule chose qui les rend heureuses, c'est formidable. Autre chose?
Est-ce qu'il y a une petite main qui a levé? Oui, mais en fait, je vais donner la parole pour que la personne puisse poser la question elle-même. On va voir si ça va OK. fonctionner. Sinon, je pourrais la poser. Oui, c'est moi. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK, parfait. Donc, ma question, c'était comment faites-vous pour créer des personnages qui sont liés entre eux, qui sont tous différents et qui ont tous une histoire à raconter? Ben, comment dire? Je pense que c'est l'incarnation. Je pense que quand on écrit, surtout pour le théâtre, quand on écrit pour les romans, oui, dans un certain sens, mais quand on écrit pour le théâtre, ce qui est important, c'est l'incarnation. On va avoir des choses à raconter si on se prend pour le personnage qui parle. Des fois, tu vas au théâtre, ça c'est le théâtre que je déteste le plus, c'est des fois tu vas au théâtre, tu regardes le spectacle, puis tu as l'impression que l'auteur, quand il écrit la pièce, il s'est imaginé installé dans un théâtre en train de regarder un spectacle. Que tout est bien, que tout est pertinent, mais que ça a été écrit de l'extérieur. Tandis que pour moi, ce qui est important quand on parle des personnages, de ce qu'on a à dire, c'est qu'il faut que l'auteur se prenne, je ne sais pas si c'est vrai pour toi aussi, Antoine, là, mais il faut que le personnage se prenne pour tous les personnages quand, je ne sais pas moi, quand j'ai une scène à deux à faire, pendant que j'écris le monologue de quelqu'un, je suis cette personne-là et ce que je vois, c'est l'autre qui se prépare à me répondre. Puis quand l'autre me répond, je m'incarne, je me glisse dans l'autre, puis je regarde la personne à qui je réponds. C'est un peu simpliste, là, mais c'est comme ça, je pense, qui est la meilleure façon d'écrire. Le théâtre, c'est fait pour être vu, mais quand on l'écrit, c'est fait pour être à l'intérieur de ce qu'on a à dire. Ça marche-tu? Ça marche. Je pense que c'est une réflexion assez importante parce que par rapport, je fais un petit saut sur la personne qui parlait de l'université tout à l'heure parce que effectivement, quand on se met à intellectualiser puis à apprendre le théâtre, moi en fait, je suis passé par une école, donc évidemment, je valorise l'idée qu'on puisse apprendre aussi d'une manière plus intellectuelle, mais c'est pas exempt de danger, dont entre autres de se mettre à faire des concepts, de penser de façon très extérieure les choses. Et tous les gens qui sont passés par les écoles, les auteurs, entre autres, les autrices, je le sais parce que je l'ai vu moi-même, c'est ça notre défi, c'est de réussir à redescendre dans les personnages, même si on a des idées géniales, même si on a des super concepts, redescendre puis d'essayer de juste retrouver l'énergie de base d'un corps qui parle, qui a des choses à Ben, dire. on, C'est simple, mais c'est super important. on dit ça de plusieurs choses aussi. Il faut désapprendre les choses pour pouvoir les utiliser. Il faut oublier qu'on les a apprises. Les deux générations avant nous, il n'y avait pas ce travail-là à faire parce qu'ils l'apprenaient sur le tas. Tandis que maintenant, si on sort d'une école et qu'on va jouer quelque chose de très... Disons qu'on joue Bouzé et les Justes, qui a été écrit pour Juliette Huot, puis pour M. Gignol lui-même, puis pour Yves Descournaux, il faut faire un travail. On va le faire à notre façon, à la façon moderne, mais dans la pièce, c'est présent que ça a été écrit pour un genre d'acteur particulier qui n'avait pas fait. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup, c'est une pièce que j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup. Si le théâtre revient un jour, mon Dieu, j'avais oublié qu'on est dans une pandémie. Si jamais le théâtre revient un jour, j'aimerais beaucoup voir une excellente production de Bouzille. Joué par vous autres, c'est ça, joué par des acteurs qui sont passés et un metteur en scène, qui sont passés par des écoles devant un texte. Max, c'est la même chose pour les Molières. Hein. Molière, l'école, c'était lui, c'était ses élèves, c'était les gens qui le suivaient, justement. C'est lui qui les dirigeait. Faut revenir à ça, désapprendre, ce que je disais tout à l'heure, désapprendre ce qu'on a appris. Alors, il y avait Micheline, une question. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? À peu près, oui, parlez fort. D'accord, je m'excuse, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Bon, bien, bonjour, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Bonjour.
Moi, je ne fais pas partie de l'université. Je suis seulement qu'une lectrice assidue de tous vos romans. Et j'ai une simple petite question. Vous avez piqué ma curiosité. Vous avez dit avoir écrit pendant la pandémie une petite pièce de 2 personnes d'âge respectable. Est-ce que nous allons pouvoir le lire éventuellement? Ah oui, ben, c'était une pièce qui a été écrite pour la radio. Je l'avais écrite pour Denis Filiatro et Jacques Godin. Jacques Godin a su que j'avais écrit la pièce pour lui, mais il est parti avant que la pièce soit. Elle était lue par Denise et Gilbert Scott à la radio. Et elle va être reprise, semble-t-il, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'entendre. Et j'ai appris dernièrement que mon éditeur, Leméac, a décidé de la publier. Alors, elle va sortir chez Leméac un tout petit livre, parce que c'est une pièce d'une demi-heure, en avril, dans quelques mois. Alors, vous allez pouvoir la lire. Vous me comblez de bonheur et merci d'avoir répondu à ma question. Je vous souhaite une longue vie, M. Tremblay, car je ne veux pas arrêter de vous lire. J'ai lu tous vos ouvrages. Bien, merci. Bonne santé. Merci. As-tu d'autres questions, Camille? Le son a été donné à Émilie. Je ne sais pas si... Oui, est-ce que ça fonctionne? Je crois que vous avez laissé mon micro ouvert. Oui. Oui, bonjour, Monsieur Tremblay. Bonjour. Je suis étudiante en études théâtrales à l'UQAM. Et puis, ben c'est ça, moi, je trouve ça j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant de vous entendre aujourd'hui parce que ça résonne beaucoup dans ma tête de futurs metteurs en scène. Et moi, ma question que je me posais, en fait, il y en avait deux. D'une part, je me posais comme question, on me dit beaucoup à l'université, quand tu écris du théâtre, il faut que ça passe par le CEAD, le Centre d'auteur dramatique, parce que sinon, sinon ta pièce, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Puis je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que c'est? Ben, Quoi ça? la deuxième partie de ta question est fausse. C'est pas parce que la pièce passe pas par le CAD que ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Mais il faut que vous réalisiez qu'avant ma génération, par exemple, la raison pour laquelle M. Dubé, M. Gina, Mme Loranger n'ont jamais été joués à l'extérieur du Québec, c'est qu'il n'y avait pas de CAD. Ce qui est arrivé, c'est quand le CAD est arrivé, c'était tout petit et c'était le seul endroit qui existait au Québec où un petit cul comme moi ou un petit cul comme d'autres, d'autres. Jean Barbeau. Oui, c'est lui que je cherchais de toute façon. Jean qui? Barbeau. Barbeau. Excusez-moi. J'ai une muse, une femme. C'était le seul endroit, c'était nouveau. Moi, quand les belles-sœurs sont allées au CAD, ça faisait peut-être un an ou deux que ça existait, et c'était une espèce de souffle de liberté de se dire, tu sais, tu étais toujours, de tout temps, tu étais tout seul, ou ben donc, comme M. Gimina, tu te produisais toi-même, ou ben donc, tu faisais comme Marcel Dubé, puis tu allais voir les directeurs de théâtre. Mais ça, c'était difficile. Tandis que quand le CAD était arrivé, il y avait un endroit où c'était la première fois que tu étais sûr d'être lu. C'est ça qui est formidable au CAD, c'est que tu n'es pas tout seul, même aujourd'hui, en 2021. Tu as 18 ans, 19 ans, pardon, tu as écrit ta première pièce. C'est très utile, c'est formidable que le CAD soit là, parce que tu n'es pas tout seul. Avec le CAD, tu n'es jamais tout seul. Ce qui n'est pas le cas des romanciers. Les romanciers sont encore obligés d'aller quêter chez les éditeurs, tandis qu'avec le CAD, tu es sûr d'être lu et tu es sûr d'avoir une réponse. Peut-être qu'on va dire que, excusez-moi, il faut que je prenne de l'eau. Peut-être qu'on va dire que ta pièce est plus ou moins intéressante, peut-être qu'on va dire que ta pièce est très bonne, mais tu es sûr d'avoir une réponse et tu es sûr aussi que si jamais tu es joué, il y a une partie une section du CAD qui est en traduction. Tu es sûr que si jamais on entend parler de toi ailleurs, ta pièce va être traduite, puis éventuellement peut
voyons comment il s'appelle. Excusez-moi, les Feuillettes de Michel-Marc Bouchard. Michel-Marc, excuse-moi. Michel-Marc Bouchard, par exemple, actuellement, grâce au CAD et parce qu'il a pris un agent aussi, une agente, et joué partout dans le monde parce qu'il a commencé tout petit. Puis là, il y a un metteur en scène, Brassard, qui s'est intéressé. Ils ont envoyé les textes au CAD. Les textes, le CAD peut faire des copies, peut organiser des lectures publiques. Là, je dis ça, je fais de la publicité, là, mais c'est vrai, c'est très important. Et peut éventuellement faire traduire ta pièce aussi. C'est une chose qui est très, très, très importante. Et au moins, même si on dit que ta pièce n'est pas bonne, au moins tu vas avoir une réponse. Tu ne seras pas tout seul dans ton coin avec ton texte à la main. OK, merci. Puis j'avais une mini dernière question qui était plus technique. Je voulais savoir, pour vous, en tant qu'auteur dramatique, à quel moment dans l'écriture de la pièce vous pensez au spectateur? Tu sais, parce qu'on dit, ben, quand Jamais. on écrit, c'est ça, parce que quand on écrit une pièce, on dit, ben, est-ce qu'il Il ne faut pas écrire pour les autres. faut écrire pour soi d'abord? Je le disais tout à l'heure, C'est ça. écrire, penser aux autres, c'est l'expression que je me suis inventée, c'est faire le cue. C'est Oui. sûr que si tu penses aux effets que tu fais, tu vas en faire plus. Au lieu d'aller du point A au point B, tu vas faire des tâches pour faire le cue, tu vas faire des jokes, tu vas dire, ah, mon Dieu, là, le monde va rire, là, le monde va pleurer. Là. Il ne faut pas que tu calcules comme ça, il faut que je sais pas, il faut que tu te bouleverses toi-même, dans un sens. Il ne faut pas du tout. Je vais dire une chose énorme, là, mais moi, les auteurs qui disent qu'ils écrivent pour le monde, je ne les crois pas. Ça ne se peut pas qu'on écrive en ayant conscience pendant tout le temps qu'on écrit que ça va être lu ou que ça va être vu. C'est sûr que moi, à l'âge que j'ai, je suis sûr que mes livres vont être publiés, puis je suis sûr que mes pièces vont être jouées. Donc, je le sais, là, mais je fais tout pour ne pas y penser. Il faut écrire pour soi. Tu sais, l'expression se confier à la page blanche. J'ai toujours dit qu'une ado ou un ado qui n'aurait pas de problème ne deviendrait jamais des artistes, en tout cas ne deviendrait pas des écrivains, parce que les premières manifestations de l'écriture, j'ai un petit cul, j'ai une petite cuse au féminin, vient du fait qu'ils vivent des choses qu'ils ne peuvent pas partager avec leur entourage. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se confient à la page blanche. Donc, quand tu écris tes premiers poèmes, tu ne penses pas à un tel, tu ne dis pas je vais aller le montrer à mon professeur, je vais avoir besoin, mais il faudrait que ce soit comme ça toute ta vie. Même si tu vis jusqu'à 80 ans, même si tu écris jusqu'à 90 ans, il faut que tu le fasses pour toi. Ça paraît égoïste, là, mais moi, en tout cas, c'est ma façon de penser, pour m'empêcher de faire le cue, pour m'empêcher de faire des effets gratuits. Il ne faut pas, même si je fais lire tout ce que j'écris à mes amis, mais c'est mes amis, c'est pas la même chose. J'écris pas pour eux autres, j'écris pour qu'ils me disent que c'est bon. Mais il faut, surtout quand tu commences, je ne sais pas quel âge que tu as, là, 43. quand tu commences, il ne faut pas penser à l'effet que ça va avoir sur les autres. Il faut penser à l'effet que ça a sur toi parce que tu as besoin de le faire. Et merci vraiment beaucoup de votre grande générosité et de vos réponses. Merci. J'aurais le goût d'ajouter par rapport à ça, écrire pour soi, comme le dit Michel. Non seulement ça m'apparaît, ben en fait, il dit, ça pourrait passer pour égoïste, mais ce que je trouve important là-dedans, en fait, c'est de souligner qu'au contraire, écrire pour soi, c'est aussi réaliser qu'on n'a pas le contrôle ni sur les gens qui écoutent, ni sur le sens de ce qu'on fait. On n'est pas des dieux qui contrôlons notre création. On essaie de la vivre. On essaie de la vivre pour que les autres, après, peut-être, on croise les doigts, vivent aussi quelque chose. Donc, en ce sens-là, je trouve ça très juste de dire, faut écrire pour soi, mais c'est pas du tout égoïste, en fait. C'est juste une façon d'être généreux ou généreuse. Puis ensuite, on espère que les gens vont s'y intéresser, mais on n'a pas le contrôle tout à fait. Puis c'est important de le réaliser, je pense. C'est sûr qu'il y a des genres de littérature, ce qu'on appelle le théâtre de boulevard, par exemple, qui est un théâtre d'effets. C'est bien évident, les portes claquent, la femme a trompé son mari, puis
Ciel, mon mari qui arrive. Puis bon, c'est bien évident que ce genre de théâtre-là est fait d'effet, ce qui fait que c'est bien évident que tu places tes rires. Si tu places tes rires, c'est sûr que tu vas dire ça va faire rire le monde. Mais c'est une sorte de théâtre très particulière. C'était correct? C'est une sorte de théâtre, ben oui. Le sujet était ça. La sorte, oui, c'était correct. C'est tout? Alors, non, la parole est à France. Je ne sais pas si elle est C'est encore. juste les filles. Les gars sont trop gênés. Oui. On a À moins placé qu'il n'y d'attention. ait pas de gars. Bonjour. 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 Michel, nous avons besoin de vous. Vous êtes un instant de lumière à travers la période que nous traversons actuellement. Est-ce que j'ai tout lu vos livres? Je suis une adepte et je suis artiste peintre. Est-ce qu'il en est de même pour les auteurs actuels? Est-ce que je n'ai pas compris, là? Non. Est-ce que les auteurs actuels sont continuellement en danger? Ah, ben oui, c'est parce bien évident ça. On vit une période qu'on ne comprend pas. On vit une période qui était tout à fait inattendue, qui nous est tombée dessus. C'est pas juste les écrivains, c'est la société au complet, c'est pas ce qui l'attend. Ce qui fait que oui, on est tous en danger, mais il faut tous travailler pour essayer de C'est la s'en même sortir. chose en peinture. Parce que leurs textes sont scrutés à la loupe, ils sont jugés et par des différentes personnes et surtout par les réseaux sociaux. Et leurs textes doivent être aseptisés, épurés, politiquement corrects et religieusement corrects. Oui, mais il faut faire une grande tâche. Oh, excusez-moi. OK. Il faut faire la différence entre les réseaux sociaux et ça, c'est bien évident que les réseaux sociaux est un fléau assez épouvantable. Mais il y a quand même une différence entre la critique dans un journal puis le réseau social. C'est sûr que si tu écris un livre puis que tout ce que tu lis, c'est Twitter, ben, tu as des chances d'être bien déçu parce qu'il y a du monde qui ne t'aime pas. C'est ça, c'est bien évident. Mais ça, il faut laisser ça de côté. Moi, quand je vois quelqu'un qui parle contre moi sur Twitter, ça me fait quelque chose, mais je pense que j'ai appris à faire la part des choses. Je pense que il faut se dire au départ que les réseaux sociaux, c'est pas sérieux dans ce sens qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est ceux qui prennent ça au sérieux qui tombent dans le piège puis qui deviennent le QAnon puis tout ça. Donc, il faut résister à ces choses-là et des analystes, 100 000 analystes qui vont dire n'importe quoi sur votre livre, on n'y peut rien, on est là-dedans, malheureusement. Michel, qu'est-ce que tu dirais d'encore une ou deux questions? Ça va-tu avec Oui, toi? attends, je regardais à combien je suis rendu, là. Je suis à 36 %, alors je devrais encore du temps. OK. Parfait. Alors, la parole est à Catherine, mais je ne sais pas si elle est encore là parce que son micro est toujours fermé. Catherine, êtes-vous là? Sinon, on va passer à Tommy. Ah, un gars! Oui, voilà. Oui, bonjour. Puis c'est ça, je mets ma caméra en même temps, là, pour que vous me voyez. En fait, j'aimerais avoir votre commentaire sur le thème, en fait, par rapport à Hosanna. Vous aviez, selon le programme de soirée de la mise en scène de Lorraine Pintal, Hosanna est né d'un désir de montrer l'espèce de perte de repère d'identité communautaire des Québécois en présentant un personnage qui a au moins 3 couches d'identité sur lui. Ouais. Puis de plus en plus, on adapte Hosanna pour parler de l'identité sexuelle. Donc, j'ai l'impression que c'est plus individuel. J'aimerais ça avoir votre commentaire sur le passage de l'identité communautaire d'où est né Hosanna vers ce passage vers l'identité plus individuelle. Bien, ça, c'est probablement le fait que l'homosexualité est plus analysée et plus acceptée maintenant. C'est évident que quand j'ai écrit Hosanna, je voulais parler
du problème d'identité des Québécois. Alors, je me suis dit, quel personnage pourrait charrier tous les déguisements qu'on s'est faits parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas intéressant puis qu'il fallait être comme les autres. Alors, j'ai pensé à un coiffeur qui rêvait d'être un travesti. Ce travesti-là rêvait d'être une actrice née en Angleterre, mais devenue américaine, qui jouait dans un film sur un mythe égyptien, tourné en Afrique et en Espagne. Alors là, je me suis dit, oh, le beau problème d'identité que voilà, ce gars-là qui a des couches et des couches de sens, qui s'est déguisé et redéguisé et redéguisé, représente bien le problème qu'on a d'identité, qui on est à l'intérieur de toutes ces couches-là qu'on nous a imposées. Mais pendant que j'écrivais la pièce, j'ai quand même planifié, j'avais quand même conscience d'écrire une pièce sur un couple aussi, parce que si vous regardez au premier acte, il y a une scène qui est très importante sur le fait est-ce que c'est important d'être un homme, est-ce que c'est important d'être une femme. Quand tu couches avec moi, est-ce que tu couches avec la femme ou si tu couches avec le gars? Si tu couches avec le gars, pourquoi tu couches avec un gars qui était bien en femme? Alors, il y a tout cet aspect-là. Et c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi une histoire de couple qui pourrait être n'importe qui, deux filles, un gars, une fille avec des problèmes d'identité sexuelle. C'est quoi être un gars? C'est quoi être un moment donné, Hosanna dit c'est toi qui fais le spaghetti dans la maison, puis c'est moi qui vais gagner notre vie. Pourtant, je suis habillé en femme, puis ça serait supposé être le contraire. Alors, tout cet aspect-là était très, très, très important. Mais l'idée de départ, effectivement, mais ça tu as raison, parce qu'avec le temps, ce sens-là, sans être complètement absent, la pièce, les dernières productions que j'ai vues une production en anglais au Centaure, qui est absolument extraordinaire il y a 2 ans, puis même la production de Serge Deloncourt au Théâtre du Nouveau Monde, ça a perdu de ce problème d'identité d'un pays. C'est devenu plus un problème d'identité sexuelle, de question sur c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, et est-ce que c'est important d'être un homme, et est-ce que c'est important d'être une femme, et puis avec tous les problèmes qu'on a maintenant, est-ce que les petits gars devraient être habillés en bleu, puis les petites filles habillées en rose, là, Hosanna est une espèce de grève qui se met ça, ces idées-là, de l'importance des rôles qu'on imprime, qu'on impose aux hommes et aux femmes. Est-ce que ça répond bien à ta question? Tout à fait, oui. Ça m'amène à vous demander aussi si, admettons, si vous aviez l'opportunité de rencontrer un metteur en scène qui a le désir de monter à Hosanna, est-ce que vous lui demanderiez de porter un accent particulier sur l'identité québécoise plutôt que sur l'identité sexuelle? Je ne demande jamais rien au metteur en scène. Je n'ai jamais rien demandé au metteur en scène parce que j'ai toujours eu comme idée que si tu écris pour le théâtre, c'est parce que tu as besoin des autres. Si tu écris pour le théâtre, c'est parce que tu as besoin de confier ton texte à un metteur en scène qui va le confier à des dessinateurs de costumes, d'éclairage, de décors et à des acteurs. Et à partir du moment où tu donnes ton texte à un metteur en scène, à moins que tu le montres toi-même, là, à partir du moment où tu donnes ton texte à un metteur en scène, il faut. Moi, il y a des auteurs qui assistent à toutes les répétitions. Moi, je me coupe complètement, je coupe le cordon ombilical à partir du moment où je sais qu'un metteur en scène va monter ma pièce et je le laisse faire sa création. C'est dangereux, surtout quand c'est des metteurs en scène que tu ne connais pas du tout, tu connais pas. De toute façon, à l'étranger, tu n'as pas le choix. Si tu es joué à Tokyo, tu n'iras pas dire au metteur en scène à Tokyo comment monter au Ghana. Alors, il faut faire la planche. Il faut te laisser faire. C'est leur part de la création. Le metteur en scène. Avec Brassard, par exemple, j'ai toujours considéré qu'il était plus intelligent que moi. Alors, je confiais mon texte à quelqu'un qui était encore plus intelligent que moi, même si je ne suis pas bête moi-même, et qui allait, mon Dieu, quel est le mot, parfaire le texte que j'avais écrit.
un metteur en scène, c'est là pour parfaire un texte, c'est là pour souligner ce que ça veut dire, c'est là pour aider un texte, même les plus grands. Tu sais, une mauvaise production de Fed, là, c'est plate en bébite. Un bon metteur en scène va toujours trouver une façon de monter Fed qui va être aux nouvelles, il va dire la pièce d'une façon différente. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller voir. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'aller voir une de tes pièces. Ça m'est arrivé à l'étranger, surtout, bien sûr, parce que je ne savais pas ce qui m'attendait, mais d'aller voir une de mes pièces, puis de ne pas savoir ce qui m'attend. J'ai toujours dit que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un auteur de théâtre, c'est de lui montrer le plus grand nombre de productions de ses pièces pendant sa vie. Parce que, je pense qu'on va finir là-dessus, parce que j'ai la bouche bien sèche, là, parce que ce qui est extraordinaire au théâtre, c'est que si tu vas dans différents pays, là, c'est que tout change. Tout, absolument tout change. L'intelligence du metteur en scène, les décors, le costume, l'éclairage, le visuel, tout change, sauf ce que tu as écrit. Alors, tu vas toujours que tu ailles, je disais Tokyo, que tu ailles en Finlande, que tu ailles en France, tu vas toujours retrouver ce que tu as écrit toi, mais dans des versions, dans des versions différentes. Et des fois, tu es déçu, mais des fois, tu as des cadeaux. J'aurais un exemple à vous donner, mais ça serait vraiment trop long. Mais des fois, tu as des cadeaux absolument extraordinaires. Ben, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour répondre à ma question. Ben, ça me fait plaisir. Tu as une excellente question, puis tu étais le seul gars, là, c'est formidable. En plus. Ben, Michel, merci infiniment. Hey, on a fait quoi? On a fait 1h30. On a fait 1h30 de ton précieux temps, alors, et puis sur Zoom, sur écran pour tout le monde. Attends, je regarde. Je suis rendu à 30%. Alors, tu vois, on a pris 70% de ma tablette. Ben oui. Écoute, merci beaucoup. C'est très précieux de t'avoir avec Ça nous. me fait plaisir. Ça a été très agréable. Merci. Je voulais dire à tout le monde qui était là, ceux qui ont manqué des bouts, qui ont eu des problèmes techniques, tout ça, c'est enregistré. Vous pouvez aller faire un tour sur la page de l'auteur en résidence du DLTC, Étienne Lepage. Je vais mettre le lien vers l'enregistrement si vous voulez voir ce que vous avez manqué. Et ne manquez pas donc la prochaine rencontre qui sera avec Carole Fréchette dans 2 semaines. On va refaire l'exercice, mais cette fois-ci avec Carole. Donc, encore une fois, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller sur le site Facebook, sur la page de l'écrivain en résidence. Michel, encore une fois, merci infiniment. Tu diras bonjour à Carole demain. Certainement, elle va être très contente. Elle devait être là aussi, elle a dû t'écouter là aujourd'hui. Elle savait que tu étais là. C'est une férue là, des discussions, elle, je suis sûr qu'elle t'a écouté. Merci beaucoup, Michel, encore. Ça m'a fait plaisir. Bye. Au plaisir. Merci tout le monde. Bye. Comment on fait pour s'en aller? Il y a un petit X en bas à droite, Michel. C'est ça qu'on fait, puis il arrive à rien. Attends, on va faire au bout, comme ça va pas sinon, tu peux mettre fin à la rencontre. Moi, ça? Ouais, en cliquant sur le X, ben voilà. ça va dire End for everyone. Ah ben, c'est ce que je vais faire. Merci tout le monde d'avoir été là. On se voit à la prochaine rencontre. Salut Camille, merci beaucoup. Bye!